Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast Marketing du cabinet comptable. 2 fois par mois, je vous livre les tips marketing qui fonctionnent dans la profession, en allant à la rencontre de vos confrères experts comptables et de spécialistes de notre secteur. L'objectif est clair, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans le 7e épisode consacré au management bienveillant et qui de mieux que Abdelrahmad Megdad pour nous retrouver sur ce sujet. Bonjour à toi. Bonjour Florian, bonjour à tous. Et aujourd'hui, avant de rentrer dans le sujet sur la partie management, marketing, communication, sur ce management bienveillant, je voudrais que tu te présentes parce que tout le monde ne te connaît pas. On sait que tu es un expert comptable, mais que tu as été aussi lauréat du prix Mémoire. Je voudrais que tu nous en racontes un peu plus là-dessus. Ouais, tout à fait. Écoute, je me représente donc Abderrahmad Megdad. Effectivement, moi je suis comme tu l'as dit, diplômé du DEC, donc du diplôme d'expertise comptable depuis de la session de novembre 2018. Je suis aujourd'hui expert comptable salarié et certifié en évaluation d'entreprise au sein du groupe Afigec. Et plus précisément en charge du pôle Financial Advisory, donc qui englobe essentiellement les métiers d'évaluation d'entreprise, de transaction services et de transformation. Effectivement, tu l'as bien souligné, moi j'ai rédigé mon mémoire sur le thème du management bienveillant, qui est le thème d'aujourd'hui, et pour lequel j'ai été récompensé. Bon, ça a dépassé toutes mes attentes, hein. Faut le souligner. C'est vrai qu'initialement l'objectif était d'avoir le diplôme d'expert comptable, mais effectivement, donc j'ai été lauréat et reçu pour le coup le prix du meilleur mémoire au niveau national délivré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et également au niveau régional dans ma région natale qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Mais tu es aussi président CGUSC Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vice-président effectivement CGUSC Rhône-Alpes et puis depuis quelques mois membre également du bureau national, donc du CGUSC au niveau national. Pareil, au niveau du bureau, t'occupes du management ? Alors oui, entre autres, deux casquettes, la casquette de management donc qui est aussi liée à l'attractivité et puis la casquette aussi de par mon métier, ma spécialisation en évaluation d'entreprise et en transaction au sein du club. Donc ça, c'est important de souligner que ton mémoire t'a apporté une certaine notoriété, t'a permis aussi de t'épanouir sur cette partie-là, management. Carrément. Honnêtement, alors moi, quand j'ai rédigé mon mémoire, c'est effectivement, c'est un des principes que je partageais. En tout cas, c'était vraiment quelque chose que j'ai écrit, on va dire, avec conviction. Et puis oui, ça m'a servi de tremplin parce que je me suis pas entre guillemets arrêté à ça et décidé en fait de le faire vivre à travers des actions qui sont concrétisées aujourd'hui. Donc c'est très important. Et justement, le management bienveillant, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce thème-là, et l'implication qu'il doit avoir maintenant au sein de notre écosystème d'expertise comptable? Parce qu'on va pas le répéter 100 fois, mais bon, le recrutement c'est difficile, attirer, fidéliser c'est compliqué. Alors, c'est quand même très important. Et toi, vu que t'as mis ça en lumière, t'es un peu notre gourou, donc est-ce que tu peux nous apporter des techniques? Alors ouais, effectivement. Alors juste pour repréciser, effectivement, depuis mon mémoire, en fait, j'ai lancé ma propre formation donc sur le management bienveillant pour la profession. Donc pour l'instant à l'IFORA, donc l'Institut de formation régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Et justement, voilà, l'idée, c'est de faire entendre ce que c'est que le management bienveillant et puis impliquer un certain nombre d'acteurs et de confrères et de consoeurs sur ces volets-là. Alors là, tu me lances sur un sujet qui est très vaste et tu me coupes ainsi parce que là, je pourrais en parler pendant des heures. Mais effectivement, pour expliquer ce que c'est que le management bienveillant, en fait, il faut revenir en fait à la réalité. Aujourd'hui, Florian, on parle de plus en plus de bienveillance. Je pense que quand on a conscience et puis que t'as des échos autour de toi, et c'est pas du tout un hasard. Mais en fait, il faut rester vigilant sur l'utilisation de ce terme. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la bienveillance, elle fait l'objet de nombreuses dérives et elle est souvent utilisée à mauvais escient. Quand on parle en fait de bienveillance en entreprise ou dans un contexte, on va dire professionnel, on a souvent des préjugés, des idées reçues. Et pour avoir échangé, on va dire, avec de nombreux professionnels sur le thème et le sujet, la première image qui vient à l'esprit, c'est que la bienveillance, c'est le monde des bisounours. Ou la bienveillance, c'est dire oui à tout et pas savoir dire non. Et puis certains qui sont vraiment utopiques et qui disent est-ce que ça existe vraiment la bienveillance en entreprise? Alors, je voulais revenir sur la définition
avant tout, avant de t'évoquer, on va dire, les principes du management bienveillant, je vais pas te faire un cours, mais pour définir la bienveillance, je pense qu'il est intéressant de revenir à l'origine de ce mot et de s'interroger en fait sur son étymologie. Parce qu'étymologiquement, le mot bienveillance donc vient du latin benevolentia, qui signifie le bien vouloir, qui trouve son sens en fait dans la relation de personne à personne. D'accord ? C'est vouloir du bien à quelqu'un. Et la partie du mot, on va dire plus sereine, qui est volentia, c'est la volonté. C'est-à-dire, ça indique clairement que la bienveillance, c'est le produit d'une volonté, d'une décision. Donc, on va dire, on subit pas. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qu'on veut appliquer. Dès lors, la bienveillance, benevolentia, ça signifie la décision de vouloir du bien à soi, à l'autre et aux autres. Donc, je répète, c'est la décision de vouloir du bien à soi, à l'autre et aux autres. Une fois qu'on a compris cette définition, dans un environnement professionnel, le management bienveillant peut être défini comme un modèle ayant pour but d'assurer la satisfaction des collaborateurs par deux volets. Le premier par la qualité des relations humaines, qui est bien évidemment basée sur le respect, et l'autre côté par l'amélioration de leurs conditions de travail. On trouve le prolongement en fait dans la qualité de vie au travail et le bien-être des collaborateurs. Donc, ce management bienveillant se donne pour objectif principal de placer les collaborateurs et leurs préoccupations au cœur de l'entreprise. Parce que ces derniers constituent, on va dire, une source essentielle de création de valeur. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour une société de services telle qu'on propose, en fait, dans nos cabinets d'audit et d'expertise comptable. Alors tu me diras, oui, effectivement, il y a beaucoup de types de management aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir sur le management bienveillant, ça vient des États-Unis, comme la plupart des courants managériaux, mais il s'est implanté en France depuis quelques années. Et cette tendance, en fait, de management bienveillant, qui est en plein essor, elle semble plus importante. Et aujourd'hui, on le voit, en fait, dans notre écosystème français, c'est que le management bienveillant commence à être étudié dans des universités, dans des écoles de commerce ou autres françaises. Et plus spécifiquement à la profession, on voit que des congrès, que ce soit de l'ordre des experts comptables, des assises ou des universités des différentes compagnies, que ce soit au niveau national ou régional des commissaires aux comptes, ils incluent de plus en plus de conférences, des ateliers, des workshops qui portent sur le management et sur le management bienveillant, pour sensibiliser, inciter les professionnels en fait à faire évoluer leurs pratiques au sein de leur cabinet. Et on peut aussi également citer les syndicats, que ce soit côté ECF ou IFEC, qui prévoient aussi régulièrement des conférences, voire même des séminaires entièrement dédiés pour ce volet-là. Donc une fois qu'on a dit un peu tout ça, on peut dire que oui, effectivement, le management bienveillant, il englobe un ensemble d'attitudes, de caractéristiques, de principes, comme je disais tout à l'heure, qui sont bien évidemment basés sur le respect. Et on peut citer les principes suivants, tels que donner du sens au travail, c'est-à-dire accentuer le pourquoi plutôt que le comment, fixer des objectifs au juste niveau pour tirer le meilleur des collaborateurs, donc des objectifs qui sont ambitieux mais réalistes, faire confiance et croire en ses collaborateurs, développer et encourager l'autonomie et laisser place à la prise d'initiative, donner des signes de reconnaissance appropriés, remercier, savoir exprimer de la gratitude, agir en soutien des collaborateurs, les encourager, écouter de façon active et communiquer de façon claire et transparente, valoriser l'expression, savoir pardonner, reconnaître le droit à l'erreur. Voilà, tous ces principes-là pour dire qu'il faut veiller au bien-être des individus, des collaborateurs, à leur conciliation vie pro, vie perso qui est aujourd'hui plus recherchée, et surtout développer le mieux vivre ensemble et cette fameuse QVT, qualité de vie au travail. Je vais te poser une question rapide, tu vas me répondre par oui ou par non, c'est applicable alors dans un cabinet d'expertise comptable, ça, le management bienveillant? Bien sûr, j'en suis pertinemment convaincu. J'aime pas faire de pub en général, mais moi aujourd'hui en fait je suis au sein du groupe Afigec. C'est un groupe où en fait dans nos valeurs on a la bienveillance. Voilà, on a un triptyque qui est bienveillance, responsabilité et respect. Et aujourd'hui je te confirme par ce groupe-là, mais aussi par d'autres cabinets dans lesquels j'ai pu évoluer auparavant, que la bienveillance existe vraiment. Ça c'est top. Et justement, en période fiscale, on peut comprendre que on est un peu à cran, on n'est pas bien, tu vois, il y a la pression de la deadline, faut sortir les IS, il faut tout déposer. Comment tu fais pour garder, toi, cette bienveillance
malgré le stress. Pour un manager, il y a la pression sur les épaules. Comment on fait? Ouais, tout à fait. Et c'est l'enjeu, hein, c'est l'enjeu majeur de la bienveillance. C'est qu'effectivement, et je le dis, hein, l'enjeu, c'est de rester bienveillant, même en situation difficile. Ce que j'appelle une situation difficile, c'est une situation effectivement de stress ou de moins bien par rapport, on va dire, à des jours plutôt normaux. Et ce facteur stress ou les émotions en fait qui nous submergent, hein, ça peut être du stress, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Tout l'enjeu, c'est de rester bienveillant dans ces moments-là. Et là, on peut faire un lien rapide avec ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Effectivement, aujourd'hui, les grands managers, les grands leaders savent être intelligents dans la manière d'appréhender leurs émotions. Donc, il faut déjà les capter, savoir quelles émotions nous submergent, pour ensuite réagir avec intelligence et savoir les gérer. Parce que ça c'est une première étape, hein. Et l'étape d'après, c'est aussi savoir capter et gérer en tout cas les situations d'émotion chez les autres. Parce qu'effectivement, si on arrive à gérer les nôtres, et ben des fois on n'arrive pas à capter celles des autres. Et puis en fait, du coup, ça peut être assez compliqué. D'accord, on peut tomber dans des contextes qui sont un peu compliqués où la bienveillance peut être mise de côté. Alors non, il faut pas la mettre de côté justement. Parce que c'est dans ces moments-là où la bienveillance prend toute son ampleur et on va dire est la plus significative. C'est dans ces moments-là qu'il faut être le plus entre guillemets bienveillant, parce que effectivement c'est ces situations qui nécessitent qu'on réagisse avec bienveillance. Tout le monde n'est pas fait pour ça, mais je pense qu'on doit pouvoir se former. Et ça doit, d'après toi, on a échangé la dernière fois sur l'organisation, ça doit venir aussi d'une application du top management et des collaborateurs. Le management bienveillant d'après toi. Alors oui, effectivement, et ça en fait tout dépend des structures, parce qu'il y a des structures qui sont, on va dire, plutôt bienveillantes, même si elles ne le savent pas. Moi j'avais fait un petit cabinet où on était une vingtaine de personnes, et effectivement c'était pas prôné la bienveillance, on connaissait pas vraiment ce terme-là, mais en tout cas les principes qui étaient appliqués. Donc là c'était beaucoup plus facile, on va dire, de mettre en place des choses. Et effectivement dans ces petits cabinets, en général, ça vient aussi des fondateurs. Parce qu'on avait un associé fondateur qui était bienveillant, qui a fait grandir des collaborateurs qui sont devenus associés. Donc, il y avait ce climat de bienveillance qui ont été transmis ensuite aux différents collaborateurs, et différentes équipes. Et donc, on va dire, cette culture-là de bienveillance a été véhiculée, même si, on va dire, la bienveillance n'était pas forcément utilisée comme terme ou comme valeur à proprement dit. Il y a des cabinets, comme dans lequel j'évolue aujourd'hui, effectivement, où on a des associés, comme Florent Burtin, qui, au sein du groupe Afigec, ont défini, on va dire, avec ses associés, des valeurs fortes pour pouvoir les véhiculer au sein des collaborateurs. D'accord ? Mais, en fait, comment ça peut se présenter ? Une culture de la bienveillance, parce qu'il faut vraiment parler de culture de la bienveillance, parce que c'est une culture qui incite, en fait, chacun à porter un regard bienveillant sur l'autre. Et malheureusement, j'allais dire, aucune organisation ne garantit en soi cette culture de la bienveillance. Comme aucun manager ne peut garantir de la bienveillance tous les jours, à tous les moments. D'accord ? L'idée, c'est justement de créer des contextes pour favoriser la bienveillance, que ce soit de la relation one-to-one, c'est-à-dire manager, collaborateur ou d'homologue au sein d'un même cabinet, ou dans une organisation. Mais un certain cadre, un certain environnement de travail et certains principes favorisent l'émergence et la pratique de cette bienveillance. Et pour constituer un terreau favorable à la culture de la bienveillance, la première étape, c'est d'avoir des modes de fonctionnement, d'accord, de l'organisation. Et je vais citer 2 principes fondamentaux pour moi, qui sont le principe de subsidiarité et le principe de responsabilité. Une fois qu'on a ces 2-là, on a aussi un 3e volet qui est la clarté des territoires d'action. Ça veut dire que chacun sait sa place, ce qu'il doit faire pour éviter justement de tomber dans des travers ou dans des contextes conflictuels. Le principe en fait de subsidiarité, il faut pas le confondre avec le principe de délégation. En fait, le principe de subsidiarité, c'est que la décision appartient à la base, d'accord,
donc collaborateur, et qui fait appel au niveau supérieur que par exception. Donc ça veut dire que la réponse est donnée entre guillemets par les collaborateurs, mais si elle excède leur capacité, à ce moment-là, on fait recours, on va dire, aux supérieurs, d'accord? Alors que le délégation, notamment, c'est les supérieurs qui délèguent, on va dire, aux collaborateurs. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est le principe selon lequel il faut jamais remonter au niveau supérieur une décision qui peut être prise au niveau inférieur. D'accord? Et après, ça a plein d'avantages, éviter d'encombrer, etc., etc. Et donc, ça repose sur le respect des compétences de chacun et la reconnaissance de la capacité de jugement, on va dire, et de décision. Et ça nécessite vraiment une confiance en soi, mais une confiance en ses collaborateurs, en fait, pour éviter le surcontrôle, pour lâcher prise. Et surtout, il faut penser que l'on a plus à gagner en laissant les décisions se prendre au bon niveau qu'à vouloir intervenir en permanence. Ça, c'est pas possible. Le principe de responsabilité, c'est tout simplement responsabiliser les collaborateurs pour qu'ils puissent répondre de l'état d'un avancement sur un projet, sur un dossier, etc., ou sur un sujet, qui prennent les responsabilités, les décisions et qui savent, entre guillemets, argumenter leur avancement. Par contre, je reviens sur une chose essentielle, c'est la clarté des périmètres de responsabilité. Et ça, malheureusement, pour avoir effectué plusieurs cabinets, c'est ce qui crée, on va dire, des situations, un environnement ou un contexte où la bienveillance est très difficile à appliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette clarté des périmètres de responsabilité? En fait, ce n'est ni plus ni moins que le corollaire du principe de responsabilité. Dans les cabinets, il y a toujours de l'ambiguïté dans la définition des postes, des responsabilités des collaborateurs, que ce soit dans une équipe ou au sein d'un même cabinet. Et ça se traduit par quoi? Par des collaborateurs ou des managers ou des associés qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, qui ne connaissent pas, on va dire, le degré de responsabilité, à qui s'adresser lorsqu'ils rencontrent des problèmes de travail, etc., etc. Et en fait, ces situations-là font que les collaborateurs se retrouvent stressés, éprouvent des difficultés à travailler sereinement, se voient complètement des fois ralentis dans la prise d'initiative, etc., etc. Et ça, cette ambiguïté, en fait, du coup, on a des jeux d'influence qui viennent entre associés, entre managers, entre collaborateurs, et qui dégradent l'atmosphère de travail. Et pour ça, ça laisse pas de place, en fait, pour cette culture de bienveillance. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur ce troisième volet également. Tu préconises un cadre ou, comment on pourrait dire, une personne externe vient, ou même entre associés, on réfléchit en disant, voilà, on va faire un cadre où on va fonctionner un peu tous de la même manière, en se mettant des règles à différents strates pour le collaborateur, le manager. Alors, ouais, effectivement, c'est pas parce que on parle de bienveillance qu'il faut pas de cadre. Au contraire, il faut un cadre. Effectivement, le cadre, c'est le cadre de la bienveillance. Donc, on pourra jamais faire l'unanimité, en fait, dans nos organisations, avoir tous les collaborateurs qui partagent les mêmes choses, etc. Ça, c'est pas possible. Et il faut partir de ce principe-là. C'est-à-dire que on définit un cadre qui nous ressemble, par exemple, si on est seul dans notre cabinet, des valeurs qui nous ressemblent, un cadre qui nous ressemble. Des associés, on est plusieurs associés, pareil, on définit des valeurs et un cadre. Et en fait, une fois qu'on a ce cadre-là, l'idée, c'est d'avoir un maximum de collaborateurs qui partagent ces valeurs dans ce cadre. D'accord? Et effectivement, on aura des collaborateurs qui vont pas partager ce cadre. Donc, la notion de cadre est très importante, même quand on parle de bienveillance. Pour véhiculer, on va dire, ce cadre, ou en tout cas les valeurs de bienveillance, il faut mettre en place, en fait, ce qu'on appelle l'héritage de la bienveillance par la culture du cabinet. D'accord? Donc, il faut développer cette culture et ce sentiment d'appartenance aux valeurs du cabinet. Et pour avoir et partager cette vision, avoir un sens, on va dire, clair à ses collaborateurs, le cabinet doit définir ses propres valeurs. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des cabinets qui ne savent même pas quelles valeurs ils partagent et qui, entre guillemets, c'est pas revendiqué explicitement. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour un collaborateur d'intégrer des valeurs si, en fait, on va dire, on n'a pas mis de mots sur ces valeurs-là et si on ne sait pas quelles sont les valeurs partagées. Et ces valeurs-là, c'est important parce que ça conditionne la culture du cabinet. L'objectif de la culture du cabinet, c'est quoi? C'est de se différencier.
mais aussi de fédérer ses collaborateurs autour de valeurs et de symboles communs et qui prennent en compte la diversité des personnes qui la composent. Il y a des cabinets qui, on va dire, ont besoin juste de mettre des mots sur les valeurs et les symboles qu'ils partagent. Par contre, pour d'autres, il y a des cabinets qui voient la nécessité de définir et qui ont la nécessité en fait de définir des valeurs du cabinet, surtout avec l'arrivée des nouvelles générations. Tu vois, aujourd'hui, les nouvelles générations, en fait, ils ont des codes différents, ils ont des attentes vis-à-vis du monde professionnel qui sont vraiment différents. Donc, s'ils arrivent dans un cabinet où il n'y a pas de cadre, où il n'y a pas de valeurs partagées, ils sont un peu perdus. Et donc, il y a des cabinets, heureusement, qui ont vu la nécessité de refaire une refonte, on va dire, des valeurs du cabinet, et qui en fait, comment ils se sont pris, c'est que ils n'avaient pas de valeurs, on va dire, cabinet vraiment et véritablement connu, et du coup ils ont impliqué les associés, impliqué les managers, impliqué les collaborateurs pour la définition de celle-ci. Donc ils se sont dit, ok, on va définir tout d'abord les valeurs. Une fois qu'ils les ont définies, ils les ont formulées de façon claire et pour communiquer en fait la vision et les projets du cabinet de manière cohérente avec ces valeurs à l'ensemble des collaborateurs, avec une prise d'initiative, etc. J'en profite, j'aime faire l'avocat du diable. Je veux dire, oui, mais c'est bien ce qu'il dit avec les valeurs, mais on n'a pas besoin de ça pour faire de la compta. Et puis c'est pas le moment en période fiscale, tu vois. On peut quand même faire de la compta en ayant ces mots-là. Qu'est-ce que tu me réponds à ça? Alors, malheureusement, dans la profession, on a toujours été en retard. Et si tu veux, cette notion effectivement de production ou de cette notion de priorité sur le client, sur la productivité interne, etc., c'est un fait, ça change pas. Aujourd'hui, si ça a fonctionné en fait jusqu'à présent, je te le fais pas dire, mais depuis quelques années, on éprouve quand même dans la profession quelques difficultés. Difficultés d'image, difficultés de recrutement, de fidélisation, de turnover, etc., etc. Et ça, en fait, le déclic a eu lieu avec l'arrivée des nouvelles générations qui ont un regard neuf, innovateur par rapport à l'égard du travail, en fait, par rapport aux générations précédentes. Et ils ont mis en cause un certain nombre de rouages, on va dire, ou d'habitudes qui préexistaient, en fait, dans notre monde professionnel et dans nos cabinets. Et tu vois, avant, la préoccupation, c'était pas forcément les collaborateurs, mais aujourd'hui, même si on veut pas que ce soit une préoccupation, ça l'est, mine de rien. Parce que les cabinets qui n'ont pas pris le pli ou qui n'ont pas accordé d'importance pour le management, et il en existe encore, en fait, malheureusement, sont contraints et doivent du coup prendre ce pli-là. Et il y a juste à voir, mais en fait, le Conseil national a fait une enquête il y a quelques années, en 2018, pour en fait aboutir à ce qu'on appelle à un guide, le guide des pratiques managériales. Et cette enquête-là, elle est flagrante parce que il y a 60% des experts comptables qui pensent que le management est traditionnel dans nos cabinets, ça veut dire sans aucun temps consacré. 20% d'entre eux sont même plus critiques parce que ils disent que le management est dépassé. Donc ça veut dire qu'il n'a pas évolué depuis des années. Et il y a que 18% d'entre eux qui pensent que le management dans le cabinet de la profession, est à l'air du temps. Et ce qui est paradoxal et ce qui est assez marrant, c'est quand on leur pose la question, mais et vous, dans votre cabinet, est-ce que vous avez un management dans l'air du temps? 54% des participants répondent oui. D'accord? 18% pensent que dans la profession, le management est dans l'air du temps, mais 54% des répondants disent que oui, ils pratiquent un management dans l'air du temps. Donc il y a vraiment un gap entre les deux, quoi. Il y a du travail encore, et c'est pour ça que moi j'essaye avec ces épisodes-là, marketing, management, de pousser ça. Ouais, non mais effectivement, c'est quand tu disais est-ce que c'est vraiment important, aujourd'hui oui, c'est important et même extrêmement important parce qu'en fait la matière grise du cabinet, ce sont les collaborateurs. Parce qu'on a des métiers en fait de prestation de services. Et les collaborateurs, ils doivent être engagés dans le cabinet. Parce que tu regardes, toutes les organisations cherchent l'engagement des collaborateurs dans leur cabinet ou dans leurs entreprises. Et l'engagement, c'est vraiment l'or noir des entreprises aujourd'hui. Et le phénomène qu'on a aujourd'hui en France, qui est le quiet quitting, c'est le désengagement massif
dans les entreprises. Et ça fait mal, quoi. Oui, sur la productivité, après tes marges, tes valeurs ajoutées, bah t'y perds. Exactement. Et en fait, le capital humain dans nos cabinets, en fait, c'est ce qui est le plus important. Et donc, il faut lui consacrer du temps. Il faut le faire fructifier. Exactement. Et je dis pas que les clients ou la productivité n'est pas importante. Au contraire, je dis qu'il faut procéder par étapes. La première étape, c'est donc nos collaborateurs. Parce qu'ensuite, effectivement, dans un cercle vertueux, on aura de la productivité, de la performance, et on aura de la fidélité des clients, et surtout la satisfaction, et en fait, la croissance du chiffre d'affaires qui va avec, etc. Donc, il faut vraiment replacer le collaborateur au centre de ce cercle vertueux. Et surtout qu'en plus, il est en contact direct avec le client. Et moi, je pars toujours d'une principe. J'avais vu une théorie américaine qui faisait voir que un salarié heureux va être beaucoup plus productif. Exactement. Il va être plus productif. Et prenez un exemple quand vous allez dans un service après-vente, par exemple, Darty, Decathlon ou autre chose. Si vous arrivez en face de la personne et qu'elle fait, je vais être vulgaire, mais elle fait la gueule, on n'a pas envie de lui parler. C'est le même principe avec nos collaborateurs. Ils sont en direct avec les clients. Si on voit qu'ils sont pas souriants, qu'ils n'ont pas envie de répondre, ça entache notre relation avec notre clientèle. Et donc, c'est pas bon. Les collaborateurs les mettent dans des bonnes situations, on va dire. Et carrément, et je te rejoins. Parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs, en fait, c'est la vitrine du cabinet, qu'on le veuille ou pas, que ce soit au côté expertise comptable ou en audit. Si tes collaborateurs sont pas contents de là où ils sont, en fait, ils vont le véhiculer, directement ou indirectement. Ça, peu importe, parce que ça se verra. Mais oui, alors ça se verra peut-être, même si on veut cacher, ça va se voir quand même, parce que quand on va chez les clients, la première question qu'ils nous posent, c'est ça va, est-ce que ça se passe bien dans votre cabinet, les relations, etc., etc. Donc quand bien même on a envie de cacher un truc, on le dit une fois oui, deux fois oui, la troisième fois, un jour on va pas être bien et on va dire non en fait ça se passe pas bien, etc. Et ça crée ce que j'appelle la bad réputation en fait. Ça se construit petit à petit et en fait donc la mauvaise réputation, que ce soit vis-à-vis des clients, vis-à-vis des autres, etc. Parce que là ça peut être fatal. L'expert comptable il va voir son client, il dit maintenant tout se passe bien, moi je mets ça en place, etc. Et puis le collaborateur qui lui vit les choses dit tout l'inverse. Au final, le client va se faire sa propre opinion et sa propre image en fait sur le cabinet. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y en a un qui me dit blanc, l'autre noir. Ils font ma compta ? Est-ce qu'ils la font bien ? Ouais. Ça met un point de situation. On est dans l'expectative. Voilà, donc ça peut poser. Carrément. Et du coup, je voulais revenir avec toi sur le marketing. Comment on peut faire pour mettre en avant le management bienveillant quand on a un cabinet ? Avec l'aide du marketing, on a l'offre, on a la communication. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le mettre en avant là-dessus ? Pour attirer des clients ou pour faire voir aussi que ça se passe bien chez nous aussi, tout simplement. Ouais, effectivement. Alors, sur cette question-là, moi, j'ai pas de réponse précise ou exacte. C'est juste des pistes de réflexion. Mais effectivement, pour faire valoir le management bienveillant, déjà, c'est de le faire en interne. De le faire en interne, que ce soit par la communication ou par, en fait, vraiment le quotidien. C'est-à-dire vraiment vivre les relations humaines au quotidien. Parce que la meilleure manière de véhiculer quelque chose en interne ou en externe, c'est de le vivre. D'accord ? Si on vit des relations humaines saines, bienveillantes, et qu'on a cette culture de bienveillance, ça va se voir. Donc ça veut dire que c'est même pas une communication verbale, on va dire entre guillemets c'est la communication non verbale. Et puis je vais pas te l'apprendre, mais tu sais que dans une communication, la communication non verbale représente 93%. Donc il y a d'autres enquêtes qui disent 90, mais c'est à peu près 90-93% de la communication. Donc ça veut dire qu'on a 10%, 7% de verbal. Et en fait, j'allais dire, pour la bienveillance, c'est pareil. Si on vit des choses dans les relations, dans le comportement, en interne, on n'a pas besoin de dire qu'on fait ci, qu'on fait ça, qu'on applique ces principes, etc. D'accord ? Alors, je dis pas que c'est pas important de le dire, mais la première, on va dire, facteur d'action, entre guillemets, en communication, en marketing, c'est celui-là. Effectivement, quand on a un service marketing en interne, c'est beaucoup plus simple de communiquer, que ce soit vis-à-vis des collaborateurs ou vis-à-vis de l'externe. Et la communication, vis-à-vis de l'externe, c'est peut-être déjà un site internet. On affiche nos valeurs, on affiche ce qu'on fait en interne, etc. Donc surtout, on va dire dans l'histoire, dans l'historique du cabinet, dire
qu'on a des valeurs fortes, qu'on a la bienveillance, les relations humaines c'est important, etc. Mais attention, faut pas que ça soit juste un élément de pub et que derrière il y a pas, parce que ça va créer un effet inverse. Donc site internet, réseaux sociaux, ça peut être pas mal. Les réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Donc, mettre des vidéos, des photos, peu importe, décrire des actions qu'on fait en interne, ça peut être des team building, des after work, etc. Et ça, en fait, ça laisse pas anodin quand on veut en fait intégrer un cabinet ou quand on veut savoir un peu comment ça se passe dans ce cabinet-là. Et en général, en fait, ça ne laisse pas indifférent. Ça peut se faire par des webinaires, des newsletters, en fait, que ce soit en interne ou en externe. Ça peut être sur les offres d'emploi, le dire. Alors attention, pareil, je vais revenir sur cette offre d'emploi, parce qu'il y a des choses qui me sidèrent. Aujourd'hui, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la bienveillance est malheureusement beaucoup utilisée à mauvais escient, et notamment dans les offres d'emploi. Aujourd'hui, tu verras qu'il n'est pas rare de voir des offres d'emploi où la bienveillance est utilisée. Allez, la majorité des offres d'emploi, je vois le mot bienveillance, environnement bienveillant, etc. Et pour avoir, on va dire, la réputation de certains cabinets, moi, ça pique un peu. Donc ouais, l'offre d'emploi, on peut le dire, ok, mais peut-être donner des exemples en fait concrets, parce qu'il se cache derrière. Alors je dis pas qu'une offre d'emploi ça doit faire 15 pages, mais au contraire, si on met une petite partie, pourquoi pas juste lister 3-4 actions qu'on met en place. Et l'idée, en fait, le mettre sur l'offre d'emploi pour quelqu'un qui connaît pas le cabinet, ok, mais en général les personnes se renseignent sur le cabinet, que ce soit via internet ou via leur réseau perso, et si ça confirme, en fait c'est tout bénef. Si ça confirme pas, là c'est problématique. Dans la communication, dans le marketing, on peut faire le lien, je crois que tu en parlais tout à l'heure, avec ce qu'on appelle la marque employeur, et donc avec des certifications qui existent. Je pense à Great Place to Work, à Happy at Work, ou vraiment être labellisé, on va dire ISO, par exemple ISO 26000. Mais surtout, pour moi, le levier qui est puissant et efficace, c'est le collaborateur. Pour moi, les collaborateurs sont vraiment des véritables ambassadeurs des cabinets. Ça veut dire que si on vit la bienveillance en interne et qu'elle est vraiment réelle et que dans notre environnement on est bienveillant, que les managers le sont, la hiérarchie l'est, et que les relations humaines sont vraiment au cœur des relations, et en fait naturellement on peut ne pas être bon communicant, on peut ne pas être bon en marketing, etc. Mais naturellement en fait ces collaborateurs vont faire le marketing ou la communication nécessaire du cabinet dans ces volets-là. Que ce soit vis-à-vis du client, que ce soit vis-à-vis des étudiants, que ce soit vis-à-vis des autres collaborateurs, que ce soit vis-à-vis des proches, etc., etc. Si on met, entre guillemets, bien nos collaborateurs, en fait, ça peut être des leviers puissants et efficaces. Et entre guillemets, j'allais dire pas cher, parce que on les rémunère même pas pour cette partie-là de communication et de marketing. Et puis en fait, la réputation et la communication en général, c'est dans l'échange informel et quotidien et fréquent. C'est pas des grandes campagnes de publicité qui font que en fait ça va changer les choses. Au contraire. Et puis qu'en fait la réputation, elle se construit petit à petit, certes, mais en tout cas les collaborateurs ont vraiment un rôle à jouer là-dedans, quoi. Je pense qu'on peut parler un petit peu des ambassadeurs collaborateurs, ou peut-être que le cabinet peut leur libérer un peu de temps pour mettre ça en avant, mais pas forcément, comme tu disais, faire des grandes pancartes qu'on peut voir, de grandes structures qui ont plus de moyens. Mais un petit cabinet peut déjà laisser les libérer un peu de temps pour répondre, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour accompagner, on va dire, faire un peu de tutorat sur un nouvel entrant. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Ouais, bien sûr. Moi, je suis entièrement d'accord. Alors, il y a deux choses. Selon la taille du cabinet, on peut avoir un service marketing ou pas de service marketing. Quand on a un service marketing, effectivement, c'est plus simple de véhiculer certaines choses, soit en interne ou vis-à-vis de l'externe, parce qu'on a des spécialistes sur le sujet et des personnes, on va dire, à temps complet sur ces volets-là. Après, dans nos cabinets, dans les petits cabinets, on va dire, de petite taille, il y a des collaborateurs qui vont être intéressés en fait pour faire ça.
Et l'idée, c'est de savoir en interne quels sont les collaborateurs qui potentiellement peuvent être intéressés pour pour leur dégager peut-être un petit peu de temps, alors pour organiser des choses en interne ou des choses ou de la communication vis-à-vis de l'externe. Les choses en interne, on les a citées un peu tout à l'heure, mais c'est d'organiser des événements sportifs, ludiques, des team building, des after-work, des repas, etc. Ça peut être aussi quelque chose de plus profond, peut-être réfléchir sur en interne des team building, mais dans le cadre de définition de valeurs ou de charte de management. Par exemple, la charte de management, ça peut être quelque chose de pas mal à effectuer aussi. Quand tu disais, en fait, surtout pour les nouveaux collaborateurs, donc tu parlais des collaborateurs qui viennent d'intégrer le cabinet. Alors pour ça, effectivement, si on a déjà en amont réfléchi sur une charte de management, ça peut être quelque chose on va dire de gravé dans le marbre, parce qu'on a des règles. On a une charte de management, des règles. Toutes les entreprises, les grosses entreprises en tout cas, pour ne citer qu'elles, Decathlon, Leroy Merlin et autres, ont des chartes de management. Ça veut dire que effectivement, quand on intègre un nouveau collaborateur, il est au courant de cette charte de management et des principes. Et par principe, en fait, quand on intègre une structure comme ça, c'est qu'on accepte ces règles. Donc, plus facile d'accepter certaines règles quand c'est écrit. Effectivement. Alors, je dis pas qu'il faut se reposer uniquement là-dessus. Mais en tout cas, ça peut être une première base. Et la phase d'intégration, elle est extrêmement importante. Que ce soit un livret d'accueil, que ce soit la prise de formation, que ce soit l'intégration avec un rapport d'étonnement, en tout cas, est très importante parce que ce qu'on a véhiculé, on parlait tout à l'heure de communication, mais ce qu'on a véhiculé dans notre communication, ou les paroles ou les promesses qu'on a tenues lors des différents entretiens, si les premiers jours on s'aperçoit qu'en fait c'est que des paroles en l'air et qu'en fait les promesses et les paroles ne sont pas tenues, c'est encore plus compliqué. Je le dis souvent, attirer c'est une chose, ok, mais si on attire et qu'on n'arrive pas en fait à entre guillemets à assumer, c'est encore plus difficile et plus dangereux que de ne pas attirer. Et cette phase d'intégration, en fait, il y a plein d'enquêtes qui sont faites et qui disent en fait 40% des collaborateurs qui intègrent soit des cabinets, soit des entreprises, en général repartent pendant leur période d'essai, parce qu'elles s'aperçoivent qu'il y a une dichotomie, un gap entre ce qu'on a promis, ce qu'on véhicule comme une communication, comme action, avec les choses qui se passent en réalité. Faire de la surpromesse, comme tu dis, c'est pas bon. Si on voit que la devanture est toute belle, mais on passe derrière, on fait « Ah, c'est compliqué », ça va être pire que de pas communiquer. Ça, je le dis à chaque fois. Mais en fait, faut se créer, comme tu as pu nous le montrer, le bienveillance, c'est avoir un cadre, essayer de s'y tenir et de le poursuivre. En fait, c'est comme un marathon. Faut y faire tout le temps et le faire progresser. Mais on veut tout de suite, après c'est propre de l'humain, on veut tout de suite. Ouais. On a du mal, tu vois. Exactement. Quel conseil tu pourrais nous donner justement pour avoir vite des résultats, mais quand même tenir sur la longueur? Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la culture de bienveillance, elle peut pas s'installer du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible. Sauf si on est déjà en fait bienveillant et qu'on a cette culture en interne et qu'en fait il faut juste ajuster, peaufiner et enlever entre guillemets ce qui est pas bienveillant. Mais si on va dire si on part de zéro, cette culture, en fait, de bienveillance, elle va se cultiver avec patience, d'accord. Partir des bases. Des bases, c'est les relations humaines. Donc partir de ces bases, petit à petit, dans la voie de la bienveillance, et en adoptant en fait ces principes de relations humaines qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire faire confiance, donner du sens, remercier, agir en soutien, pardonner, savoir pardonner en tout cas et reconnaître le droit à l'erreur. Et en fait, le respect, la confiance, tous ces principes-là, si on les applique, en fait, c'est la base. Et ça peut être assez rapide. C'est-à-dire que on est tous des êtres humains, on a tous un degré d'empathie envers les autres qui est différent, on a tous un degré de bienveillance qui est différent. Mais l'idée, c'est de se poser en disant, pour moi, ce principe-là, faire confiance à mes collaborateurs, c'est facile. Ou à l'inverse, c'est difficile. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est dans le cabinet, malheureusement, c'est plus l'inverse. Parce que le micromanagement, en fait, c'est l'un des styles les plus répandus dans les cabinets.
Et c'est quoi le micromanagement? En fait, c'est adopter une attitude de contrôle envers les collaborateurs plutôt que de laisser place, on va dire, à la prise d'initiative et à être responsable et autonome, en fait. C'est pour ça que je dis... Mais du coup, voilà, c'est partir de ces bases. C'est-à-dire, si donner du sens, c'est plus facile pour moi, je le fais. Si remercier, c'est pas dans mes habitudes, et peut-être que je commence à remercier pour le travail. Même si ils sont payés pour faire ça, quoi. Alors, ça c'est lors de mes formations. J'avais des experts comptables en face de moi en disant, il faut remercier. Non, je vais pas leur remercier pour leur travail. Ils sont payés pour ça. Ah, d'accord. Oui, la gratitude, hein. Je l'ai eu moi avec plein d'étudiants ou je participe des fois sur des MCCA. Ils me disaient, les apprentis, des fois de dire un merci, c'est ultra valorisant et ça me donne encore plus de se motiver. À l'inverse, si on dit pas merci des fois, ouais. Et malheureusement, c'est la reconnaissance en fait. Voilà. Tu vois, la reconnaissance, être reconnaissant avec ses collaborateurs. Le premier, en fait, il y a plusieurs degrés de reconnaissance, mais le premier degré de reconnaissance, c'est la reconnaissance existentielle. Ça veut dire qu'il porte sur la personne de manière intrinsèque. Peu importe ses compétences, peu importe la qualité de son travail, peu importe les résultats. Ou la rémunération aussi, comme tu viens de dire. Complètement. Et donc, c'est vraiment la personne. Et ça, en fait, souvent, c'est un lien avec la politesse. Tu vois, il y a une étude qui me marque, moi, qui a été réalisée il y a quelques années. Il y a 57% des collaborateurs et 80% des managers qui ressentent comme une reconnaissance immédiate le salut des supérieurs hiérarchiques. Juste saluer des personnes, en fait, c'est considéré comme une reconnaissance immédiate pour 80% des managers et 57% des collaborateurs. Donc des fois, il faut peut-être commencer par dire bonjour, merci, au revoir. Ouais, bonjour le matin, on arrive au bureau, on dit bonjour, on passe voir nos collaborateurs. Ça peut être juste une première étape. C'est une première étape. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est une première étape. Et après, ensuite, mettre en place ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, des organisations où la culture de bienveillance peut s'étendre plus facilement avec ses principes de subsidiarité, de responsabilité, de clarté des territoires, etc. Parce qu'une fois qu'on a les associés qui partagent des valeurs, les managers et les collaborateurs qui sont, on va dire, entre guillemets, plus bienveillants que les autres, vont entraîner les autres à se comporter de la même manière. Et donc, le niveau et la culture de bienveillance, elle va s'élever au collectif. Tout à l'heure, sur les actions et la communication, mais aussi sur le fait d'intégrer des collaborateurs, on a parlé de la charte de management, mais aussi, et pour faire le lien avec le marketing, c'est la marque employeur. Tu l'avais cité tout à l'heure. Alors, tu me dis si je me trompe, mais pour moi, la marque l'employeur, je parle sous ton contrôle, c'est un groupement d'actions, en fait, c'est un ensemble d'actions et de leviers marketing qui sont justement activés dans le but de rendre l'entreprise attractive aux yeux soit des futurs collaborateurs, soit, on va dire, des collaborateurs qu'on a actuellement dans le but de les fidéliser. Alors, est-ce que c'est bien ça? Tout ça, tout à fait. Parfait, c'est une bonne base. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'en fait, on est dans un monde digital où l'information est à portée de clic. Et on a des informations qui sont massives en quelques secondes. Tu vois, 95% des étudiants, des candidats, pardon, tu vois, j'ai fait le lien, j'ai fait un raccourci. 95% des étudiants, des candidats, pardon, voilà, je refais une bourde, ils se renseignent sur Internet, sur le web, à propos de leur future entreprise, avant même de postuler à l'offre. C'est-à-dire Google, là, aujourd'hui, c'est facile de googliser, en fait, les cabinets. Et il y a une enquête qui porte justement sur la communication de cette marque employeur, que si l'entreprise, elle est affligée, on va dire, d'une mauvaise e-réputation, le taux de postulants est très faible, et d'environ à peu près 10%, alors que si elle est inconnue, elle attire en fait plus de candidats. T'imagines? Le fait de pas être connu attire plus de candidats que le fait d'être mal connu. Et dans cette démarche-là, moi, j'ai la certification Great Place to Work. Parce que Great Place to Work, quand tu dis t'es certifié Great Place to Work, tu sais que derrière, en fait, il y a vraiment des véritables actions. Parce qu'il y a un audit spécifique, interne, profond, avec des questionnaires. Il y a à peu près, de mémoire, entre 50 et 100 questions profondes avec un audit pour savoir vraiment si t'appliques les principes de Great Place to Work, il y a 9 leviers d'action dans Great Place to Work, mais qui reprennent pas mal de principes, on va dire, de management bienveillant ou d'intelligence collective. Et qui, en fait, si t'es labellisé, ça veut dire que tu respectes forcément derrière. Et si t'es pas labellisé, ça veut dire, en fait, même si
dans ta communication, tu dis que tu appliques certains principes, et ben en fait, si c'est pas labellisé, ça veut dire que tu l'appliques pas. Et aujourd'hui, quand tu regardes Great Place to Work, alors je vais être un peu démodé parce que il y a 3 ans en arrière, il y avait très peu de cabinets qui figuraient dans ce classement Great Place to Work, que ce soit au niveau national ou international. Et malheureusement, pour te dire, en 2018, il y en avait 4, en 2019, il y en avait 3. Là, il y en a, on va dire, un peu plus, mais ça reste très très faible. Alors, on peut citer, il y a 2 causes pour ça. C'est soit il y a des cabinets, notamment les grands cabinets, qui contactent Great Place to Work en fait pour être labellisés justement et bénéficier de cette marque employeur, mais en général ces derniers ils remplissent pas forcément tous les critères ou obtiennent une note insuffisante pour être labellisés. Et on a le deuxième facteur c'est des cabinets qui sont, on va dire entre guillemets, démarchés par Great Place to Work et qui répondent pas favorablement parce qu'ils sont pas intéressés ou parce que le management, en fait, ça constitue pas justement la priorité. Mais le fait d'être labellisé, alors je cite Great Place to Work parce que pour avoir fait vraiment un interview avec les dirigeants et avoir vu leur questionnaire, c'est quelque chose de très très poussé et entre guillemets, on peut pas être labellisé sans faire de véritables actions en interne. C'est le plus connu en plus, celui-là. Ouais, c'est le connu et ça permet en fait au cabinet tout simplement d'améliorer leur image, de dire qu'ils appliquent des principes de management, notamment de management bienveillant. Ça permet de se différencier des autres cabinets et surtout d'attirer les meilleurs talents. Je voudrais te poser une question justement là-dessus. Est-ce que c'est long déjà à faire cet audit-là et est-ce que ça coûte cher pour un petit cabinet? Long, c'est une démarche. Ça veut dire que en fait, en fonction du stade où on est dans l'avancée de cette démarche, ça peut être plus ou moins long. Ça peut être quelques semaines comme quelques mois, mais pas quelques années. Enfin, sauf si vraiment on part de loin. Et est-ce que ça coûte cher? Ça c'est une question, on va dire subjective. Ça coûte de mémoire entre 4 et 5 000 euros, quoi. C'est comme une certification ISO en fait. Après tu la gardes avec un renouvellement de temps en temps. Ouais, tout à fait. Alors par contre, oui, l'audit c'est chaque année parce qu'effectivement il y a des évolutions, donc il faut le faire chaque année. Il y a des cabinets qui le font une fois en fait et qui refont tous les 3 ans pour pas justement, on va dire, mettre la main à la poche pour avoir cette certification là. Donc qui sont Great Place to Work 2018, 2020, 2022, peu importe. Et en fait, ils communiquent en fait sur donc soit en signature de mail, soit sur les différents canaux, sites internet ou réseaux sociaux. Mais en tout cas, ça fait vraiment ces cabinets deviennent plus attractifs, ou ces entreprises de manière générale, quand on est une entreprise Great Place to Work, qui figure dans les classements en général, c'est beaucoup plus attractif et ça permet de stabiliser nos effectifs et de fidéliser nos effectifs internes. C'est peut-être l'une des meilleures techniques justement pour mettre le pied à l'étrier, pour se faire accompagner en respectant justement cet audit-là. Ça peut nous aider à avoir un cadre. Ça peut être pas mal ça. Tout à fait, il y a ce volet-là et le volet de la formation. Je vais pas faire de la pub, mais la formation et les formations que je fais, en fait, justement, c'est pour sensibiliser à avoir un certain cadre. Alors, le dernier conseil que tu pourrais donner, la formation que tu pourrais nous parler déjà. Ouais. Elle dure combien de temps ta formation? 1 jour, 2 heures, 1 heure? Alors, ouais, c'est une journée, c'est vraiment un petit format. L'idée, c'est de sensibiliser un maximum de personnes et de confrères, de consoeurs et de collaborateurs, parce que c'est ouvert aux collaborateurs des cabinets, sur cette notion de bienveillance. Ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, je réfléchirai peut-être sur d'autres formats pour approfondir dans certains cabinets. Mais en tout cas, voilà, le premier format. Il y a aussi des séminaires que j'ai pu organiser, notamment grâce à Frédéric Tillard, qui, on va dire, est fondateur et président du label Copilote, qui m'avait invité il y a l'année dernière, il me semble, pour organiser un séminaire en fait du groupement Label Copilote. On avait pas mal de confrères et de consoeurs, donc sur 2 jours. Et puis extrêmement ravi d'avoir échangé avec tous ces experts comptables et que ce soit confrères ou consoeurs. Et ils se sont pas en fait arrêtés là, ils sont allés plus loin parce qu'ils ont créé aussi une charte management en fait pour le label Copilote. Donc ça c'est vraiment voilà, c'est des actions moi qui me touchent et qui me font plaisir. Ça va de l'avant, dans le bon sens. Moi, ce que je peux retenir en tout cas, c'est déjà première étape si on veut se lancer, déjà dire merci des fois, avoir la reconnaissance pour ses collaborateurs. Ça peut être le premier pied à l'étrier et après peut-être être accompagné sur le grit
to work qui peut peut-être nous donner un cadre en disant voilà, si je respecte ça, ça peut peut-être me permettre d'être mieux un peu partout pour avoir cette idée-là. Ouais, effectivement, et pour donc dans les conseils en fait que je peux donner aux confrères, aux consoeurs ou en tout cas au cabinet, alors j'en suis conscient, hein, c'est plus facile on va dire de définir des valeurs d'un cabinet et c'est plus compliqué de les appliquer derrière. Et pour ça, effectivement, il faut l'adhésion des managers, des collaborateurs et des associés. Donc la première chose, c'est avoir vraiment de la sincérité et la volonté de le faire. On peut pas faire semblant. D'accord ? Il faut vraiment une réelle volonté de mettre en place la bienveillance qui, parfois, nécessite vraiment une remise en question profonde sur la personne en termes de relations humaines et surtout en termes d'organisation interne parce que ça peut aussi perturber certains cabinets qui ne sont pas du tout habitués ou qui n'ont pas, on va dire, la mentalité ou l'esprit, en tout cas, de vouloir être prêt, en fait, à changer, que ce soit personnellement parlant ou bien au niveau de l'organisation avec une refonte des fois complète des valeurs et du fonctionnement du cabinet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bienveillance, malheureusement, ne s'imite pas. Elle se vit. On peut pas faire semblant d'être bienveillant pour en récolter uniquement les fruits. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est que ça prend nécessairement du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas en claquant des doigts. C'est un investissement dans la durée. Donc, tout à l'heure, on disait, il y a des principes qu'on peut appliquer maintenant, mais forcément, ça prend du temps pour le mettre en place. Et puis, je pense que tu vas me poser la question, mais effectivement, peut-être que la période fiscale n'est pas le moment approprié pour mettre en place, on va dire, ou lancer ces projets-là, quand bien même qu'aujourd'hui, la période fiscale, c'est devenu toute l'année pour certains. Donc, à un moment donné, il faudra prendre un moment pour pouvoir lancer tout ça. Et puis la formation. La formation, aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes dans le domaine, que ce soit des coachs, que ce soit des consultants, que ce soit des formateurs sur ce volet-là. Donc sur la bienveillance de manière globale en entreprise, ça existe. Et puis pour répondre à notre profession, effectivement, il y a la formation à l'IFORA pour le moment que j'anime sur ce volet-là. Et je pense que c'est aussi une première étape peut-être pour être dans cette démarche. Et pour en faire encore plus de formations, peut-être dans les autres conseils régionaux, et pour aller plus loin, pour qu'on aide les confrères là-dessus. Et pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas. Je te remercie, mais avant de te laisser, du coup, pour toutes ces belles choses qu'on s'est dit, je voudrais avoir un petit peu ton avis sur un jeu qui s'appelle Ceci ou Cela pour apprendre à mieux te connaître. Allons-y. Alors, je vais te poser 2 questions, tu me diras lequel tu préfères. Est-ce que tu es plutôt compta ou audit ? Les deux. C'est possible ? Ou il faut faire un choix ? Ah, ton préféré ? Audit. Est-ce que tu es plutôt en présentiel ou télétravail ? Ce que tu préfères ? Présentiel. Je suis d'accord, moi aussi. Comme ça, on passe plus de temps avec les gens. Exactement. Tu préfères faire des vidéos ou des conférences ? Alors, vidéo, ça me rappelle que tu as fait une vidéo Mon expert et moi sur BFM Lyon, mais que tu as fait aussi des conférences avec le Lab 50 et le Congrès. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est des exercices différents. Conférences. C'est ce que je pensais, ouais. Parce que je t'ai senti à l'aise. T'es à l'aise quand même. Pour rappel, au Congrès Aura que tu as fait là-dessus sur la bienveillance, c'était top. Bon, cool. Je tiens de te féliciter. Merci. T'es plutôt fêtard ou pantouflard ? Pantouflard. Pour rappel, t'es près de Lyon. Tu es plutôt Olympique Lyonnais ou le Loup Rugby ? Olympique Lyonnais. Et la dernière, est-ce que tu es une personne bienveillante ou un tyran ? Joker. Non, je pense être bienveillante. Bon, en tout cas, je te remercie. On a appris plein de choses avec toi. Je pense que les confrères peuvent mettre le pied à l'étrier sur certaines actions. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est une pierre après l'autre. Peut-être passer 30 minutes par jour, ainsi de suite, et aller de l'avant parce qu'on a besoin d'aller dans ces titres de management face aux besoins de recrutement pour fidéliser aussi nos collaborateurs et pour pousser un petit peu, on va dire, notre valeur ajoutée, pour qu'on soit de meilleur. Tout à fait, c'est bien résumé. Et je te remercie. Merci Florian, merci beaucoup pour cette invitation. En tout cas, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Et pareil, et puis on se dit à bientôt les auditeurs. Au revoir. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.